à cette session d'information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Série des drames à Goma, 3 civils tués par balle dans la nuit du mardi à mercredi 10 avril par un homme armé assimilé à la garde. Peine de mort en République démocratique du Congo, cette question continue à diviser Kinshasa et ses différents partenaires. Ce mercredi, c'était le tour de la Belgique d'exprimer ses inquiétudes à Mbosso Kodia. Une fois de plus, bienvenue à tous. À l'ouverture de ces journaux, démarrons par cette information, une série d'ordonnances présidentielles portant nomination de mandataires dans les entreprises publiques ont été lues lors de la grande édition à la chaîne nationale dans la soirée du mardi dernier, avec des changements au sein des entreprises effectuées par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi, entre autres la Régie des eaux, Transco ainsi que GHC. Changeons des chapitres. La ministre belge des Affaires étrangères a été reçue mardi dernier par son homologue congolais Christophe Lutundula, qui est revenu sur les préalables avant un supposé dialogue entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Kinshasa veut le retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise de son sol. Suivez. Il y a des pratiques et des règles internationales. Notamment en la matière, il y a la Convention de Genève de 1951, la Convention de l'Union africaine sur les aspects particuliers des réfugiés en Afrique de 1969. Les possibilités sont les suivantes. Classique. 1. Nous avons le communiqué de Nairobi d'avril 2022, où il a été demandé clairement à tous les gouvernements qui ont ou qui auraient des groupes armés en RDC de faire une offre de paix à ces groupes armés pour qu'ils acceptent de réintégrer la vie nationale. Nous l'avons fait. Uhuru, le président Uhuru fait ce travail-là. Vous êtes témoin parce que vous êtes journaliste. Côté de Rwanda, rien n'a été fait. C'est une voie. La deuxième voie, elle est classique. En droit international de réfugiés, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque les réfugiés, quels qu'ils soient, civils, je ne sais pas moi, représentent un danger pour leur pays, la communauté internationale a l'obligation de les éloigner des frontières de leur pays, en tout cas de leur trouver un asile à un endroit très éloigné. C'est le retrait des troupes rwandaises de notre pays. Et c'est à bon droit, avec raison, avec sincérité, j'apprécie cela, que ma collègue affirme, comme les autres pays le font, particulièrement l'Union européenne et les États-Unis, la présence des troupes rwandaises au Congo ne fait l'objet d'aucun doute. Tous les rapports sont là et il faudra que le Rwanda retire ses troupes, s'il y a la sincérité, pour trouver une solution. Dès que cela est fait, nous ne pourrons jamais négocier sous occupation. Toujours dans ces chapitres, après Christophe Lutundula, c'est à l'Assemblée nationale que la ministre belge des Affaires étrangères s'est rendue pour discuter avec le président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, sur notamment la levée du moratoire sur la peine de mort, qui est une inquiétude pour la Belgique. En visite des travaux en République démocratique du Congo, la chef de la diplomatie belge, Adja Labib, a exprimé ce mercredi 10 avril ses inquiétudes en rapport avec la levée du moratoire sur la peine de mort auprès du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement. Brièvement, nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout.
À son tour, le numéro 1 du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a donné la raison qui a poussé la RDC à rétablir la peine de mort. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Il suffit de noter que cette question a suscité un débat entre Congolais ainsi qu'entre la République démocratique du Congo et ses partenaires qui expriment leur désapprobation quant à ces. La réforme de la justice congolaise et la levée du moratoire sur la peine de mort a constitué l'essentiel de l'entretien entre le ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo, et l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Berlanga Martinez. Les deux personnalités ont également évoqué d'autres sujets d'intérêt comme Patrick John Kingishay. L'ambassadeur délégation de l'Union européenne, Nicolas Berlanga, a réitéré l'appui de l'Union européenne et l'accompagnement de celle-ci au secteur de la justice en République démocratique du Congo. Il a évoqué un grand projet d'appui à la justice avec 35 millions d'euros. Ce projet va concerner également les infrastructures et renforcement de l'appareil judiciaire en RD Congo. Il y aura également des projets et les actions liées aux réformes législative. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a indiqué où se trouvent les faiblesses pour pouvoir continuer notre travail de longue date avec la République démocratique du Congo dans le secteur de la justice. Au sujet de la levée du moratoire et peine de mort, le chef de la délégation de l'Union européenne en RD Congo a précisé que les débats et les dialogues sur cette situation ont été fructueux, très généreux entre les deux parties. Pour l'ambassadeur, l'important est de voir le texte et engagement être respectés en faveur de la réforme de la justice en République démocratique du Congo. En dehors de ce point, d'autres sujets d'intérêt commun ont été abordés par les deux personnalités. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu lundi dernier une réunion d'harmonisation et de concertation dans son bureau de travail avec l'intersyndicale des régies financières de l'État. Objectif, discuter de la problématique du retard des paiements de primes de rétrocession qui a enfin abouti à la signature d'un acte reprenant les engagements. C'est un atterrissage en douceur qui a caractérisé la réunion d'harmonisation et de concertation entre le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature du procès verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession des mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement de mois de mars et avril suivant le calendrier réaliste. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différend. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puis se dire, ben tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre retard, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion et le président de l'INAP, Fidel Kiangui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais.
Face à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est du territoire national, laquelle nécessite une mobilisation accrue des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé tout leur soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'un rétablissement rapide de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Poursuivons ces journaux, l'Assemblée provinciale de Kinshasa en élection de membres du bureau définitif prévu pour la date du 18 avril prochain. Dans un communiqué officiel publié par le président du bureau provisoire de cet organe délibérant, dans laquelle les candidats ont déjà déposé leurs candidatures qui devront être examinées ce jeudi 11 avril avant toute validation. Suivez. Élection définitive des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, continue avec le processus électoral qui comprend plusieurs autres étapes, entre autres l'élection indirecte qui s'est faite par les élus du peuple qui vont devoir élire les membres composants du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Il s'est de noter que les candidats concernés par cette élection devraient déposer leur candidature ce mercredi 10 avril, auquel le bureau sera ouvert de 8h à 18h heure locale. Cependant, toutes les candidatures seront examinées avant qu'elles ne soient validées. Ensuite, suivra l'étape de la publication de candidats validés et seront affichés le vendredi 12 avril de cette semaine. Par ailleurs, la journée du samedi 13 avril est réservée aux dossiers de recours et leur dépôt, dont les listes définitives des candidats seront publiées le lundi 15 avril. Signalant que la campagne électorale pour cette élection de membres du bureau provincial est prévue pour le mardi 16 avril, ce qui permettra aux candidats de défendre leur motivation au cours d'une séance plénière. En définitive, pour la date du 18 avril, la plénière sera convoquée pour les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les membres élus du bureau définitif vont prononcer un discours et sera marqué par la clôture de la session d'inauguration. Dysfonctionnement de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, parlons-en. Trésor Likonza, acteur de la société civile, salue l'initiative du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, en ce qui concerne le rappel de tous les élus provinciaux de cette province dans la capitale congolaise afin de résoudre le problème majeur et de rétablir de l'ordre. Il est au micro de Richard Nawesh. La population locale qui est au courant de tout doit attendre du ministre de l'Intérieur seulement des solutions. Et comme nous ne sommes pas le porte-parole du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous pouvons simplement lui envoyer un message de la paix, qu'il travaille pour qu'il y ait la paix au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et ce qu'il peut faire, après avoir écouté tout le monde, comme il a appelé tous les députés provinciaux, je crois qu'il aura toutes les versions des faits, de part et d'autre. La solution à prendre, en tout cas à mon avis, c'est de remettre le compteur à zéro, de renvoyer les bureaux provisoires qui étaient mis en place pour organiser dans de très bonnes conditions les élections des membres du bureau définitif. Et pour qu'il n'y ait plus des désordres comme nous venons de les vivre, le VPM de l'Intérieur peut, parce qu'il est libre de le faire ou pas, envoyer une délégation pour accompagner tous ces députés et ses conseillers ou les membres de son cabinet pour superviser, pour être présents aux élections des membres du bureau définitif et que la police assure la sécurité, seule la police. Nous ne voulons pas que l'armée puisse se mêler aux affaires d'une assemblée provinciale alors qu'une assemblée provinciale relève des affaires intérieures du pays et chaque ministre est responsable de son secteur. Le commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, était mardi dernier en visite d'itinérance à Aru, située à plus de 300 km de la ville de Bunia, où il a appelé la population de cette contrée à demeurer
pacifique en vue de barrer la route aux ennemis de cette province. Plus de détails dans ce reportage. En mission d'évaluation de la situation administrative, sécuritaire et opérationnelle dans les territoires d'Aru, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, est arrivé ce mardi 9 avril 2024 dans les territoires d'Aru. Après les honneurs militaires, les cortèges du commandant des opérations militaires se rendus au chef-lieu du territoire d'Aru, où le premier citoyen de la province a appelé la population à barrer la route à toute entreprise criminelle en vue de développer cette partie de la République. Pour pérenniser les acquis de la paix et le lent des développements observés en Ituri, le gouverneur Luboya a promis le renforcement des effectifs militaires aux frontières avant de transmettre les remerciements du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, aux populations pour la culture de paix et l'amour du travail manifesté. Chef de l'État a expliqué Boye. J'avais promis qu'après les élections, comme à l'accoutumée, le message de l'autorité provinciale a trouvé un écho favorable au sein de la notabilité locale. Militaire rappelons que c'est la troisième fois que les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, est en mission d'itinérance dans le territoire d'Aru. Celle-ci les conduira à Mbokolo, Djalasiga et jusqu'à Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, en vue d'apporter les solutions adéquates aux problèmes transfrontaliers. La ville de Goma vit sa série dramatique. 3 civils ont été tués dans la nuit de mardi à ce mercredi 10 avril 2024 par un homme armé. Selon le premier témoignage recueilli sur le lieu du drame, l'auteur du triple meurtre est assimilé à un soldat de la garde républicaine en raison de la tenue qu'il portait. Le fait s'est déroulé dans un restaurant de fortune au quartier Majengo, au nord de la ville. L'événement s'est déroulé dans un restaurant alors qu'il y avait de jeunes gens qui mangeaient. Du coup, il y a un élément présumé de la garde républicaine qui s'est introduit dans les 10 restaurants et a commencé à les ravir des téléphones et de l'argent. Les jeunes n'ont pas bien digéré cela. C'est ainsi qu'il y a eu dispute et subitement, le militaire a tiré sur ces jeunes-là. 3 d'entre eux sont décédés sur place, pas de blessés signalés. Le présumé élément de la JR a pris fuite, témoigne un voisin du restaurant où le drame s'est produit. Ce mercredi matin, des jeunes en colère ont érigé des barricades sur l'axe Kajengo-Kilijiwe dans le but de protester contre ces énièmes cas d'insécurité dans leur entité. Ils ont tout de suite été calmés par les autorités locales et la circulation a repris sur cet axe. Le président du conseil local de la jeunesse du quartier Majengo, Clovis Tutaishi Luko, précise que pour l'instant, c'est difficile d'indiquer la destination du meurtrier, mais le voisin du restaurant ont indiqué que le tueur portait la tenue de la JR. Notons par ailleurs que tous les efforts pour avoir l'armée n'ont pas abouti. La ville de Goma ainsi que le territoire voisin de Nirangongo font ces derniers temps face à une insécurité grandissante caractérisée notamment par des tueries, vols, kidnappings et autres. Cette situation est causée par l'afflux de déplacés dans et autour de Goma. Plusieurs cadres de base et autres acteurs de la société civile dénoncent la circulation incontrôlée des armes dans la ville de Goma et ses environs. La présence de miliciens Ouazalendo armés dans la ville accentue davantage l'insécurité dans cette entité provinciale. Dans le reste de l'actualité, un rapport publié ce mercredi 10 avril par le Bureau de coordination
des affaires humanitaires en République démocratique du Congo, en collaboration avec les partenaires humanitaires, met en évidence la détérioration continue de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri. 10 600 enfants ont été affectés soit par la fermeture, soit par la destruction des écoles à cause de l'insécurité grandissante dominée par les attaques des groupes rebelles. Ces attaques ont un impact significatif sur l'avenir éducatif des enfants et exacerbent la conséquence de la violence armée dans la région. Le rapport met également en lumière le défi et le besoin auxquels sont confrontées les populations touchées par les violences. Il souligne le besoin urgent d'assistance pour plus de 164 000 personnes déplacées qui sont actuellement recensées dans 66 sites de déplacés. Ces personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison de violences persistantes dans la province de l'Ituri. Selon ces rapports, 156 000 personnes ont reçu une assistance en sécurité alimentaire délivrée par divers partenaires. 40 000 autres personnes ont été assistées en cash multisectoriel. 180 000 personnes, quant à elles, étaient affectées par la suspension provisoire des activités d'un partenaire à l'hôpital général des références de Djodro. Cet établissement a été attaqué début mars dernier par les assaillants armés qui l'ont pillé des fonds en comble. Une patiente a même été tuée dans son lit de malade. Il s'y est épinglé contre le 1er janvier 2023 et le 19 mars 2024. Au moins 1533 civils ont été tués, 469 blessés et 712 personnes enlevées dans la province selon les sources onusiennes. Récemment, entre le 28 et le 30 mars, 3 civils ont été tués et plusieurs autres ont été enlevés dans des incidents impliquant des groupes armés non étatiques, renseignent les rapports. Le territoire de Djougou, Urumu et Mombasa sont particulièrement touchés par les activités des groupes armés non étatiques au cours de la deuxième quinzaine de mars. Ces groupes ont perpétré de meurtres, des enlèvements et des travaux forcés, entraînant de nouvelles vagues de déplacés des populations et générant ainsi les nouveaux besoins humanitaires. Bien avant la fin du Ramadan, fidèle à leur coutume, le musulman de la mosquée Citas se sont réunis en 27e nuit du Ramadan pour implorer la miséricorde d'Allah sur la République démocratique du Congo et ses dirigeants. L'imam Mustafa Kapukula a réagi au micro de Minouche Kako Yangele et d'Enoch Mbala. C'est la nuit du destin, en 27e nuit du Ramadan. Comme des bons serviteurs, ils sont venus nombreux répondre à cette invitation solennelle. Clôturer la lecture du Coran et chuter par les doigts, dans le but d'implorer la miséricorde d'Allah sur la nation, les dirigeants et sur tout un chacun. L'imam Mustafa Kapukula explique. 27e nuit à moi Ramadan ezali nuit impaire. Na kati ya mois ya Ramadan tozali na butu moko. Butu wana ezali na valeur koleka 1000 mois. Ce qui veut dire adoration oyo kosala na butu wana c'est comme si on adorait Nzambe pendant 1000 mois. Et 1000 mois ezali 83 ans. Mosquée Nabiso, mosquée Citas, la tradition ya mosquée Nabiso, ceux qui te bandit carême sika, donc ebandeli ya Ramadan, ti 27e nuit tu clôturas ta Coran. Donc lelo na kati ya mosquée Nabiso, tu clôturas ki Coran. Na ceux qui potandi Coran ko banda na ebandeli, ko banda na première sourate, premier chapitre ya Coran, ti na dernier chapitre ya Coran, ceux qui bosilisi bosengi Nzambe droit. Bosengi Nzambe, bosadresse na Nzambe alimbisa masumu ayokela biso mawa anzimela biso adoration ya jeune. Il sied à signaler que c'est une soirée des grandes décisions qui se prennent sur le changement de vie de tout croyant. Inch'Allah. Toujours en religion, ce mercredi 10 avril, la communauté musulmane a clôturé les ramadans
Une fête des sacrifices marquée par la présence des moutons dans le mosquée comme dans le domicile des musulmans en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu. Cette fête du Ramadan a connu des restrictions des autorités en raison de la situation sécuritaire précaire caractérisée par la guerre. Ainsi, le fidèle musulman ont saisi cette opportunité pour implorer le retour de la paix dans cette partie du pays. Sport à présent, exprimer leur profonde gratitude envers différents partenaires des rugby en République démocratique du Congo pour la session sportive 2022-2023. C'est l'objectif principal du tournoi des rugby qui sera organisé le samedi 13 avril 2024 au Stade des Martyrs par la Fédération congolaise des rugby sous le haut patronage du ministère des Sports et Loisirs. C'est là de 13h à 17h, une activité qui sera couronnée par le moment d'émotion et des démonstrations de ces sports. Patrick John Kengeshaï. Les organisateurs inscrivent cette journée exceptionnelle qui sera remplie d'émotions rugbystiques selon le président de la Fédération congolaise de rugby, Herman Mboyo Liumba. Le rugby à 15 et à 7 sera au rendez-vous tant en version féminine que masculine. Il y aura également une démonstration des touch rugby qui sera animée par la direction technique nationale de la fédération. Pour le patron de rugby en République démocratique du Congo, l'occasion sera également donnée aux vétérans et débutants de se familiariser avec ces sports. Cette activité s'inscrit dans le cadre de remercier le partenaire de rugby en République démocratique du Congo pour leur soutien indéfectible à la session sportive 2022-2023 et surtout pour leur don et équipement à ces disciplines sportives. Ce samedi 13 avril 2024, dès 13h à 17h, l'entrée est gratuite au stade de Martyrs de la Pentecôte pour permettre, selon les organisateurs, à tout le monde de vivre les sensations de rugby à travers cette activité. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble le bienfait de ces fruits. La carotte fait partie des légumes le plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Bouclons par le bulletin météorologique. Sachez qu'il y aura des éclaircies ce jeudi 11 avril. La température à Kinshasa sera de 24 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude, soit 26 degrés. La force du vent oscillera aux alentours des 2 km par heure. Mais à l'après-midi, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température atteindra les 35 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude des 41 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, le temps sera très orageux et la température atteindra le 29 degrés Celsius. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Série des drames à Goma, 3 civils tués par balle dans la nuit du mardi à mercredi 10 avril par un homme armé assimilé à la garde républicaine en raison de sa tenue.
C'est mercredi 10 avril, la communauté musulmane a célébré la rupture du jeûne du Ramadan, une fête qui commémore la révélation du Coran au prophète Mahomet. Cependant, dans la ville de Goma, cette fête connaît des restrictions en raison de la situation sécuritaire précaire. Peine de mort en République démocratique du Congo, cette question continue à diviser Kinshasa et ses différents partenaires. Ce mercredi, c'était le tour de la Belgique d'exprimer ses inquiétudes à Mbosso Kodia. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.